cher cœur, tout d'abord, il faut toujours que je vous raconte comment sont nés ces rendez-vous grâce, à cause de Zahi, cet homme qui est responsable d'avoir écrit un livre fantastique qui s'appelle Les 126 cœurs qui battent pour Genève. Et en nous rencontrant, nous nous sommes dit, mais ils ne peuvent pas rester uniquement sur papier, il faut qu'on en entende davantage, qu'on les connaisse davantage. Et c'est ainsi que nous avons décidé de mettre sur pied ces derniers lundis du mois. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition avec 5 personnalités qu'on a hâte d'entendre. Quelqu'un a dit toujours, en fait, les gens qui parlent le mieux de Genève, c'est les gens qui viennent d'ailleurs. Ils viennent un peu aussi d'ailleurs, et c'est pas moi que vous êtes venus écouter. Alors je passe, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, la parole à Zahi Haddad. Merci beaucoup Enza pour ton accueil et celui du Cercle. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est pas moi non plus que vous êtes venus écouter, c'est les 5 personnes que nous avons invitées ce soir, à commencer par Amanda, dont le portrait est projeté en ce moment sur l'écran. Amanda qui va prendre la parole tout de suite. La rencontrer, c'était exceptionnel parce que c'était au tout début de mon projet de livre. Je crois qu'elle est parmi les 5-6 premières personnes que j'ai rencontrées. Et c'est une personne qui a fait rentrer plusieurs mots dans mon vocabulaire, à commencer par Impact Hub et circularité. Je la laisserai en parler parce que c'est vrai que pour moi, c'est toujours encore un peu... je suis toujours en apprentissage. Amanda, je te laisse la parole. J'ajoute juste qu'elle est d'origine, elle a une double origine, donc Genève et le Honduras, et qu'elle a en ce moment des projets justement entre Genève et le Honduras, mais elle vient de m'en parler, donc elle va compléter et je te donne ça. Tu peux l'accrocher... 5 minutes. 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Et après, il y a une petite sonnerie. Ah, parfait. Pas besoin de timer alors. Ah, si, c'est bien. Ah, c'est bien. Parfait. Vous voulez que je me... Oui, très bien, au milieu. Sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que je me mets là pour... Donc, je vais tourner le dos à certaines personnes. Ou peut-être là, c'est bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Zahi, pour l'invitation de ce soir. Je commence. Donc, je m'appelle Amanda, je suis cofondatrice du Impact Hub Genève. Et quelques mots sur ce que je fais. Donc, le Impact Hub a pour mission de soutenir des individus, des startups, entrepreneurs, mais aussi des grandes organisations à développer des solutions qui ont un impact durable. Créer des solutions pour qu'on vive tous dans une planète qui se porte mieux. Et cette envie de créer le Impact Hub, qui a ouvert en 2014 à Genève, est venue de plusieurs constats. À un niveau personnel, comme Zahi l'a mentionné, je suis à moitié hondurienne et j'ai donc grandi très attachée culturellement au Honduras, très impliquée aussi dans différents projets caritatifs ou pour aider des enfants des rues notamment et différents projets au Honduras. Et donc très consciente aussi des inégalités qui sont de plus en plus grandes aujourd'hui. Ensuite, au niveau de moi et mes associés, il y a vraiment cette prise de conscience, réalisation que avec les différentes catastrophes naturelles, les différentes guerres, inégalités grandissantes, la pollution, tous ces enjeux climatiques, prise de conscience qu'on ne pourra pas vivre sur une planète qui ne fonctionne plus. Et qu'aujourd'hui, on a les solutions et on sait les actions qu'on doit tous mener individuellement et ensemble pour pallier à ce problème. Donc vraiment vouloir agir et laisser une empreinte ou avoir un impact positif sur cette planète. Ensuite, née à Genève, vraiment ce privilège de faire partie de cette ville, d'être dans une ville où il y a tellement d'institutions de renom, que ce soit l'ONU, l'Organisation internationale, la place financière genevoise, également avec une société civile, nouvelle génération de plus en plus impliquée dans ces enjeux climatiques, qui veut s'engager. Donc, aussi quelque chose à faire avec Genève, qui est une ville de petite taille, donc aussi facilement accessible des CEO de certaines entreprises, des représentants du secteur public, etc. Et en même temps, la Suisse, on a le lac, on a les montagnes,
on a une qualité de vie exceptionnelle, et en même temps, on est responsable. Si tout le monde vivait comme les Suisses, il faudrait 3 planètes pour subvenir aux besoins de la consommation et comment on produit, on consomme les Suisses. Donc quand même cette responsabilité ou cette culpabilité, quelque part, qu'on ne ressent pas les effets en Suisse, mais qu'on fait partie du problème. Donc l'envie d'ouvrir le Impact Hub qui se veut un espace neutre, d'échange, multipartite, qui engage les différents secteurs qui se trouvent ici et la richesse et la diversité qui se trouvent à Genève pour développer ces solutions, aussi avec un focus sur les entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur du Impact Hub. Les entrepreneurs, de par leur créativité, leur courage, ils développent des solutions par rapport à ces enjeux. Et donc oui, c'est une source d'inspiration et ils ont besoin de plus de visibilité et plus de les soutenir pour que ces solutions elles soient connues du grand public, qu'elles soient adoptées aussi pour les plus grands. Donc, peut-être pour donner 2 exemples de ce qu'on fait aujourd'hui en Suisse, on fait partie d'un réseau mondial, excusez-moi, d'où le lien avec le Honduras aujourd'hui, où on est présent dans plus de 100 villes dans le monde. C'est une communauté, une association au niveau mondial qui est, je pense, une des plus grandes communautés d'entrepreneurs sociaux qui travaillent tous les jours pour développer des solutions par rapport à ces enjeux. Et en Suisse, on est présent aujourd'hui dans plus de 6 villes. Donc à Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, au Tessin et à Berne. Et 2 programmes, on soutient plus de 250 entrepreneurs par année, et 2 programmes comme exemple. Le premier, c'est un programme qui s'appelle Accelerate 2030, qui est vraiment ancré à Genève, qui a été co-initié avec le Fonds de développement des Nations Unies et qui a pour but d'identifier les meilleures solutions dans le monde entier, surtout dans les marchés émergents, qui contribuent aux objectifs de développement durable et de les ramener à Genève pour justement les connecter à toute la richesse de l'écosystème de Genève, à savoir la place financière, les différentes expertises à travers les organisations internationales, donc ouais, le financement et les expertises qu'on trouve à Genève et qui sont uniques de Genève. Et après, de les accompagner pendant 1 an pour que ces solutions puissent accéder à des nouveaux marchés et puissent être assez fortes pour continuer. Une autre grande, si j'ai encore le temps, initiative qu'on a lancée il y a 3 années maintenant, qui s'appelle Circular Economy Transition, qui est menée conjointement dans les 6 villes où on est présent en Suisse et qui a comme objectif ambitieux d'accélérer cette transition vers une économie circulaire en Suisse. Donc l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on est en transition, mais on est encore fortement dans une économie linéaire qui part du principe que les ressources naturelles sont infinies et qu'on peut les utiliser à l'infini, alors que non, elles ont une durée de vie et il faut 1 année pour que ces ressources elles se régénèrent, que la planète puisse régénérer ses ressources. Donc c'est un nouveau modèle économique, un outil puissant qui non seulement contribue au développement durable, mais qui fait en sorte de éliminer le déchet et le gaspillage de ces ressources. Voilà. Merci beaucoup, Amanda. Oui, merci, Amanda. Je vais passer maintenant la parole à Audrey, qui fait aussi partie des premières personnes que j'ai rencontrées. Et le plaisir a été évidemment pour moi double, parce qu'on a aussi des origines qui se ressemblent un petit peu, qui ne sont pas très éloignées. Et on avait passé un très bon moment. Et c'était passionnant de l'écouter parler de son réseau, le réseau ARTA, dont tu vas tout nous dire. Merci beaucoup Zahi. Vous m'entendez? Ça va? Merci beaucoup pour l'honneur d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Audrey et oui, on s'est rencontrés, Zahi, à travers des amis, je crois. Et oui, donc merci beaucoup pour cette opportunité de partage ce soir. Je suis née à Genève, la ville qui a accueilli mes grands-parents, en fait. Et mon père, c'était dans les années 50-60, et je suis née ici.
Malgré l'accent que vous entendez, je suis née ici et j'ai grandi un petit peu ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, mais on est toujours revenu sur Genève. Genève était toujours vraiment notre centre de notre famille. Et étant d'origine arménienne, donc c'était vraiment une ville de refuge. Donc pour mes grands-parents qui ont pu s'échapper ils étaient des minorités en Turquie. Et on a aussi, on a éventuellement tissé des liens avec l'Arménie, avec ce pays qui était un petit peu un pays de rêve pour nous, qui était un peu un concept et pas une réalité. Et donc, après avoir fait des études, on habite, mes parents habitent toujours à Petit-Saconnet, à 2 pas des Nations Unies. Donc, c'était toujours mon rêve de travailler aux Nations Unies. On parlait justement de ça. Et donc, être dans ce centre multiculturel, le carrefour, le crossroads de tout ce qui est international, c'était un petit peu la chose qui nous a définis. Donc, en étant une étudiante dans les institutions de relations internationales, on savait toujours qu'on allait faire quelque chose d'international parce que c'était ça pour nous, être genevois, être suisse. Donc, ça fait 16 ans maintenant que je travaille pour un family office dans l'investissement d'impact, d'investissement social, impact investing. On travaille, moi je travaille avec mes collègues pour une famille indienne et ça fait 16 ans qu'on fait des investissements directs dans des entreprises sociales très similaires à ce que Amanda vient de décrire, en soutenant des entrepreneurs qui font la provision des services, des produits intégral et important pour des communautés qui n'ont pas d'accès. Et donc, les investissements en agriculture, en santé, dans l'éducation, en soutenant les artisans, on essaye de mettre notre capital dans des endroits où il n'y a vraiment pas d'autres options et on prend les risques que les autres ne veulent pas prendre. Et c'est très intéressant, en fait, après 16 ans de recul, on voit que d'abord, il y a une énorme communauté ici à Genève qui s'implique là-dedans aussi. Il y a des acteurs, il y a des fonds, il y a des individus qui s'impliquent là-dedans aussi, directement. À Zurich aussi, un petit peu, la Suisse. Pour nous, c'est vraiment un centre de cette activité. Et c'est grâce au Impact Hub aussi que je crois que ça, it popped, it's happening. Donc, pour l'instant, avec Arta Impact, c'est le nom de notre initiative, on réunit aussi pas mal les acteurs. Les gens ont fait des breakfasts, des petits déjeuners à l'Impact Hub, un peu partout. Je suis heureuse de dire que maintenant, on a 20 chapters, des autres villes qui ont décidé de suivre un petit peu les pas de Genève. Donc, on a à Zurich, on a partout, à Uganda, à Bakou, à New York. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment l'exemple qu'on a pu expérimenter ici, à Genève. Donc, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous. Et merci beaucoup pour cette honneur. Merci beaucoup, Audrey. Je vais me rapprocher encore un peu plus de mes origines libanaises en passant la parole à Ayman Hijawi, qui nous vient de Jordanie, entre autres, parce que Ayman m'a fait beaucoup rêver, en fait, parce qu'il a parlé du Koweït, qui est un pays que j'ai connu quand j'étais enfant. Il a parlé de tennis international, parce que c'est un ancien tennisman. Il m'a fait revivre les années Borg et Connors et compagnie. C'est pas si vieux que ça. Et quoi d'autre? Et tu m'as parlé de Singularity University, qui est quelque chose d'extraordinaire. Entre autres projets, je vais te laisser en parler, je pense qu'il faudrait une conférence entière. Mais j'avais titré ton portrait sur l'homme, c'était quoi? L'homme qui venait du futur pour agiter le présent. Il va vous expliquer comment.
Bonne chance. Merci beaucoup, Zahi. Bonsoir tout le monde. Je vais vous dire au début que j'ai fait français jusqu'au niveau B1. Et avec toutes les femmes de ménage du canton de Vaud à École Migros. Et c'est pour ça que j'ai décidé à écrire mon parole aujourd'hui pour ne pas massacrer. Bon, pour premier, il faut ça. Autrement, c'est inutile. Pour moi, la meilleure façon de donner est offrir de savoir-faire. Partager le savoir-faire et offrir de temps représente l'ultime générosité. Les 20 dernières années nous ont fait découvrir la digitalisation. Celle-ci nous offre l'Internet gratuit qui nous a permis de partager gratuitement notre savoir-faire. Il y a beaucoup de savoir-faire gratuit sur l'Internet, mais les gens ont encore besoin de savoir comment l'extraire. À la Fondation Ijawi, c'est mon famille, nous avions l'habitude de développer des facultés pour l'enseignement et actuellement, nous comptons environ 7500 élèves étudiants bénéficiant de différents cursus de collège Ijawi en Jordanie et en Palestine. Ceci dit, l'évolution galopante de la technologie nous a poussé à développer un besoin urgent de dessiner l'avenir, d'enseigner l'avenir et de préparer les étudiants au progrès technologique ayant un impact sur leur futur. Et nous avons mis en place plusieurs programmes qui réunissent ces avancements et mettent les étudiants sur cette voie futuriste. De nos jours, nous comptons 6 étudiants Ijawi devenus Bluetick à Facebook. Si vous connaissez les Bluetick, c'est quelqu'un avec plus de 1 million de followers sur Facebook. Ça, c'est un grand achievement pour nous. Un autre n'est autre que la ministre de la Technologie numérique de Jordanie. Nous avons plus de 30 000 diplômés Ijawi à ce jour. Aujourd'hui encore, un nouveau monde virtuel, Meta, est en cours de développement. Et c'est tout un nouveau monde où des milliards de dollars sont investis. Un but important réside dans le fait de développer nos courses pour offrir aux étudiants Ijawi la chance de devenir des citoyens faisant partie intégrée de ce monde de développement rapide. L'année dernière, et en raison d'un problème de santé, j'ai remplacé au poste de PDG mon partenaire de chez Limo, une société suisse de VTC. Malheureusement, Limo n'a pas continué à faire un grand concurrent sur le marché de VTC à Genève et a dû fermer boutique au début de 2022. Cette même année, et après un accord fédéral qui bien réglé le VTC en Suisse, 200 chauffeurs à Genève m'ont demandé, à cause de mon expérience à Le Mans, de les aider à développer une application afin qu'ils puissent gérer leur propre entreprise de VTC locale. C'est ainsi que naquit Super CH. Super CH, ça c'est la nouvelle entreprise que j'ai créée. Super CH a donné à la ville de Genève et aux chauffeurs VTC de Genève une nouvelle alternative au lieu d'être monopolisé par un seul comparateur de course. Le modèle de Super CH est entièrement transparent, légal et permet aux chauffeurs de faire leur propre tarification ainsi que de gérer par eux-mêmes tous les aspects de l'entreprise de VTC. Super CH n'est qu'une plateforme digitale permettant une plus grande liberté de choix pour les chauffeurs comme l'exige la loi suisse. L'année prochaine, quand et si cette société devient rentable, je compte offrir au moins 50% des actions de Super CH aux employés
et aux chauffeurs de Super CH, afin qu'ils puissent continuer leur travail tout en profitant de la numérisation libre. La dernière 8 semaines, Super CH a connu une croissance de 40% par semaine. Je ne peux pas continuer parce que ça prend beaucoup de temps, mais merci beaucoup pour votre intérêt. Je vais reculer un peu, parce que je ne vous vois pas en fait. Merci. Merci beaucoup, Ayman. Tu n'as pas parlé de la Singularity University, mais ça sera pour les questions-réponses. Je passe maintenant, alors toujours dans le rayonnement international de Genève, je ne pouvais pas passer à côté de Céline Van Til qui est ici. Céline, pour tout te dire, j'ai beaucoup hésité avant de te contacter, ça tu ne le savais pas, parce que je me suis dit, mais est-ce que ça va vraiment l'intéresser ? Céline, à l'époque, était déjà un petit peu partout dans le monde. Elle galopait d'abord sur son cheval, ensuite à pied. Donc elle a fait du hippisme, elle a fait de l'athlétisme, maintenant elle fait du cyclisme. Toujours en handisport, elle va vous raconter comment ça s'est passé. Elle va vous parler aussi de toutes ses aventures internationales. Elle rentre, il y a quoi, une semaine, je crois, 10 jours, elle rentre du Canada où elle a participé à la dernière étape de la Coupe du Monde de cyclisme. Voilà, je te laisse la parole, tu as beaucoup à dire, mais tu n'as que 5 minutes. Et on m'a dit de préciser que ce n'est pas un micro, c'est juste pour enregistrer les conversations. Bonsoir à tous. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi, entendu mon histoire. Alors, bonne nuit. Ou pas. Enfant, j'avais des bonnes notes à l'école. J'avais des bons résultats en compétition. Déjà, j'étais en équipe nationale, en junior de dressage, en équitation. Tout se passait bien. Je me voyais aller à l'université, devenir médecin, bien gagner ma vie, devenir championne olympique. Les Jeux, un rêve d'enfant. Mais la réalité est différente. Accident d'équitation qui a failli me coûter la vie. Ma vie a été bousculée. 1 mois de coma, grave lésion cérébrale. Je me suis retrouvée avec un lourd handicap. Tétraplégique, aphasique, malvoyante. D'ailleurs, je le suis toujours aujourd'hui, même si mon handicap et mes limitations sont quasiment invisibles. Mais c'est là. Pourquoi est-ce que je bois du thé vert ? Parce que même avec du thé vert, on pense que j'ai trop bu. Déjà à l'avance. Mais non, je suis sportive d'élite, donc ça fait partie du jeu. Première carrière en équitation. J'ai pu reprendre ma carrière rapidement après l'accident. J'ai eu un grand soutien. Mais pour en arriver à là, c'était pas donné. Je suis passée de l'inconscience, du coma, par une longue rééducation, un combat tous les jours, une dépression, plusieurs tentatives, un grand travail sur moi-même pour en arriver à là aujourd'hui. Et c'est là où je me dis que la vie mérite d'être vécue. 2010, premier championnat du monde en équitation, en équipe paralympique suisse. Mon rêve, évidemment, les Jeux. Les Jeux de Rio, pourquoi pas. Ceux de Londres, ils étaient passés et j'ai pas pu y participer à cause de difficultés familiales. À Rio, j'ai pu y aller et j'ai pu vivre le rêve de tout sportif. J'en ai profité pour rebondir, puisque je savais que Rio ne serait pas mes derniers Jeux. Mais qu'allait-il se passer après ? Ma philosophie de vie, c'est que tout est possible. Et je devais le montrer. Donc je me suis réinventée en athlétisme, simplement que je ne savais plus courir, vu que c'est une faculté que j'ai jamais dû réapprendre après mon accident. Mais là, bah oui, il fallait apprendre à coordonner bras et jambes pour après pouvoir courir
au sprint le 100 mètres en 15 secondes. Donc, je vous laisse imaginer le boulot. Et puis, là, je me suis dit, et que j'ai vraiment compris, ce que tout est possible voulait dire, c'est le fait de se donner les chances et de se donner les possibilités à soi-même de pouvoir y arriver, de se donner les moyens, avant tout. Et c'est avant tout un état d'esprit que j'ai résumé dans un livre où j'explique justement les leçons que le sport et la vie m'a tout simplement appris. Et puis c'est sûr, handicap dit aussi engagement au sein d'associations. J'ai fondé l'association Tout est possible qui soutient ma cause, le sport handicap, les sportifs en situation de handicap qui font de la compétition. Et puis, je suis aussi engagée dans différentes autres organisations, notamment en tant que vice-présidente chez Handicap International Suisse. Et à travers ça, il en ressort ma passion. Ma passion, c'est la vie. Mais avant tout, c'est d'aider les autres. Grande militante à travers les associations dans le domaine du handicap, je défends des causes fortes depuis longtemps pour l'égalité des droits, l'intégration, une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Et tout ça m'a amené à réaliser quelle était ma mission dans la vie. C'est de pouvoir aider, sensibiliser, inspirer un maximum de monde, donner peut-être aussi un exemple pour certaines personnes. Et finalement, j'ai trouvé plusieurs moyens pour le faire. L'écriture de mes 2 livres qui sont publiés chez Slatkin, les conférences, par exemple en entreprise ou pour des associations, lors d'événements. Il y a d'autres moyens aussi, le sport d'élite en est un. Et puis, la politique aussi, étant candidate au Grand Conseil, j'ai des ambitions, surtout dans le domaine du social. Un objectif, on va dire, ultime devant moi, c'est de pouvoir libéraliser la politique sociale. Ça peut être un rêve, mais je me dis que si on commence jamais, si on ne commence pas par un point au départ, on peut toujours espérer que les changes évoluent. Mais à un moment, il faut pouvoir y participer soi-même. Et le sport, finalement, je ne l'ai jamais quitté. Puisqu'après l'athlétisme, je pensais que ça allait être fini. L'année passée, fin de carrière sportive, après une nouvelle chute sur la tête. Et puis, en fait, non. Je suis tombée dans la marmite. Plus ou moins en même temps que la course de l'escalade. D'ailleurs, je l'ai encore couru. C'était le moment où la Fédération suisse est venue me chercher. Et je suis retombée dans la marmite en cyclisme. C'est ma 3e discipline sportive. Et aujourd'hui, c'est là où je m'épanouis. Et j'ai pu poursuivre une merveilleuse saison de compétition qui était la plus belle de ma carrière avec 2 titres de championne d'Europe et j'ai remporté la Coupe du Monde 2022. Merci beaucoup Céline, c'est chaque fois extraordinaire de t'écouter. Je passe au dernier. Pourquoi il fait comme ça avec la tête? David. Non, tu rigoles. mais tu vas, comme on dit en anglais, tu vas nous emballer ça pour terminer de façon magistrale, j'en suis sûr. David, te rencontrer, ça a été quand même pour moi un sacré coup de frais.
D'abord, tu as étudié l'anthropologie, qui était un de mes rêves de jeunesse. Mais après, tu es parti dans le capital risque, dans l'enseignement et dans la promotion de la paix. C'est comme ça que je t'ai rencontré pour ce livre, puisque tu travailles beaucoup avec ton épouse Mera qui est là, et à qui j'ai parlé en premier en fait. Tu parles de paix avec les Palestiniens et les Israéliens. Et pour moi, ça fait vraiment partie, c'est vraiment le tissu de Genève International, c'est ce dialogue pour la paix. Et je vais te laisser en parler. Et puis évidemment aussi de tes derniers projets, puisque tu viens de lancer une nouvelle plateforme. Ok, je sais pas. Alors, j'étais pas nerveux, hein, jusqu'à ce que Céline parle. Wow, hats off. Vraiment, tellement touché. Ok, alors, j'ai pas mal à dire, 5 minutes, c'est court. Ma famille, mon père est canadien, ma mère est belge. J'ai grandi à Genève, à l'école internationale. Toute ma jeunesse, moi je suis juif, ashkénaze. Ma mère est venue a trouvé refuge pendant la Deuxième Guerre mondiale à Genève. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre. Et on a déménagé du Canada en 1971. Pendant que j'étais à l'école, mes amis venaient vraiment de partout. L'école internationale, comme maintenant les écoles publiques à Genève, sont tellement internationales. Et la beauté, c'était vraiment qu'on se parlait, on était amis vraiment par ce qui était dans notre cœur et non notre nationalité ou notre identité. Et j'avais des amis, mes meilleurs amis étaient iraniens, éthiopiens, italiens, palestiniens. Et en grandissant, on est resté avec ça. Mais un jour, après un voyage impressionnant avec ma femme et mes 2 enfants en Israël et en Palestine, on a rencontré quelqu'un qui nous a complètement éblouis parce que pour la première fois, la conversation finissait avec une note optimiste. Toutes les autres conversations qu'on avait vues, à la fin de la soirée, tout devenait silencieux une fois qu'on commençait que le conflit ou que la situation israélo-palestinienne venait sur la table. Mais là, avec cette personne qu'on a rencontrée, cet activiste de la paix qu'on a rencontré en Palestine, on est sorti avec un sentiment d'espoir. Alors, on a décidé d'amener cette personne à Genève. Et la raison que je passe beaucoup de temps là-dessus, c'est parce que je crois que c'est quelque chose d'important de Genève, c'est que ce que moi j'ai tout à coup perçu, c'était que avec mes amis, bien qu'on était hyper proches et qu'on parlait de tout, on ne parlait pas de la question israélo-palestinienne, certainement pas avec mon pote palestinien. On parlait de tout, hein, mais on évitait ça. Et je me suis dit, on est à Genève, c'est un endroit incroyablement international, on a de tout, on a la possibilité de montrer le mieux en nous-mêmes, on a la possibilité de dialoguer, parlons finalement. Et donc on s'est dit, allez, on va essayer de créer un endroit qui est safe, qui est plein de respect et de dignité, et on va essayer d'aborder ce sujet. Et ça a eu un impact incroyable, et plein de gens ont eu des transformations petites ou grandes à ce niveau-là. Que ce soit des Juifs de Genève, des Palestiniens, d'autres Arabes, et même le reste de la population. Ma femme et Ayman, qui ne l'a pas mentionné, mais je crois que c'est parce que ce n'était pas écrit, parce qu'il le mentionne tout le temps, hein, soyons. Mais ma femme a pris cette initiative entre 2 mains, et là, ça s'appelle Beit of Hope, B8, donc Beit, ce qui veut dire maison en hébreu et en arabe,
et c'est une activité qui soutient la société civile, les activistes pour la paix, la non-violence et la transformation en Israël et en Palestine. Donc ça, c'est, si tu veux, Zahi, ce que tu as mentionné. Maintenant, je vais passer à d'autres choses. Et moi, j'ai eu 3 carrières, où je suis dans ma 3e carrière aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de chance dans le sens qu'en 1995, je me suis lancé en technologie et en start-up. Fallait vraiment être stupide pour ne pas gagner d'argent. C'était vraiment le bon choix d'être là-dedans et j'ai eu de la chance d'y être. Et donc, j'ai fait ça à 18 ans et je me suis dit, allez, je vais changer. J'avais toujours un désir, c'était d'être prof. Alors, je suis devenu prof d'école. J'ai fait ça pendant 7 ans et le boulot est vraiment très, très dur. Et je me suis dit, allez, je vais essayer quelque chose d'autre. J'ai encore assez d'énergie pour essayer quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai décidé de créer avec ma collègue Laure, qui est là-bas, une initiative qui utilise la média pour promouvoir la transformation sociale. Et on est actif dans 2 domaines. Je vais seulement parler d'un des domaines. C'est l'utilisation du documentaire à des fins de transformation sociale. L'idée, c'est ceci. Le documentaire, quand vous avez un budget, il est là jusqu'à la production. Une fois qu'il est produit, on le monte sur les chaînes télé, dans les festivals, etc. Et puis, c'est fini. Pour 95% des documentaires, il n'y a plus rien. Pour moi, c'est comme si on bâtit une maison et puis il n'y a personne qui rentre y vivre. L'idée ici, c'est de lever un budget supplémentaire pour utiliser le documentaire, pour motiver des gens et des sociétés à donner de l'argent, des actifs, du in-kind, pour aider finalement l'objectif principal du documentaire. Voilà. Merci beaucoup, David. Je vais pas prolonger. Je vous souhaite à tous un repas agréable en bonne compagnie. J'en perds mes mots. Bon appétit. Je vous interromps dans le dessert. On a une séance de questions-réponses. On prévoit peut-être 2 questions par personne, 2 questions, on m'a dit rapides, et 2 réponses rapides. Donc, Amanda, c'est pour toi les 2 premières questions. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir les feux pour Amanda? Donc Amanda, qui nous a parlé on n'a plus son portrait, qui nous a parlé de l'Impact Hub, de circularité. John? Ah, pas pour Amanda. Alors, écoute, on peut peut-être commencer comme ça. Tu as terminé avec la circularité. Est-ce que tu veux peut-être développer brièvement parce que tu n'as pas pu finir? Volontiers. Est-ce que je vais me lever? Sur la circularité. Donc, on est aujourd'hui dans une économie linéaire, en train de faire cette transition vers une économie circulaire. Et l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle économique, mais surtout un outil puissant qui nous permet de réduire la consommation de ressources naturelles et de contribuer au développement durable. Et nous, à l'interne au Impact Hub, on a développé comme une feuille de route pour accompagner nos entrepreneurs et les organisations, qui est basée autour de 4 principes et qui sont les différentes choses auxquelles penser lorsqu'on veut faire cette transition envers une économie circulaire. Donc en premier, il y a en fait 9 principes qu'il faut penser quand on conçoit des produits, à savoir par exemple la non-toxicité des matériaux qu'on utilise,
Si on pense par exemple aux berlingots de thé froid, c'est des choses qu'on ne peut pas recycler parce que pour faire les différentes couches qu'on utilise dans le carton, il y a l'assemblage ou le collage sont des choses qui sont toxiques, qu'on ne peut pas du coup séparer bien les différentes couches de carton pour les recycler. Ou si on pense souvent pour imperméabiliser même des vêtements de sport extrême, on utilise aussi, ou dans le textile beaucoup, hein, dans la coloration, on utilise des choses qui sont toxiques, qui sont après reversées dans les rivières et dans les océans, etc. Donc le premier principe serait arrêter d'utiliser des components chimiques qui sont en fait toxiques et qu'on ne pourra plus rien faire avec. Et là, comme celui-ci, il y a 9 principes. Aussi, penser quand on conçoit des meubles, être sûr, ou des smartphones, être sûr que chaque pièce peut être facilement désassemblée pour la réutiliser. Et donc voilà, la première chose, c'est un peu 9 principes pour pouvoir facilement réutiliser les ressources naturelles et les différents matériaux. Ensuite, on a un shift dans les modèles d'affaires. Aujourd'hui, on est encore beaucoup dans une mentalité de propriété. On achète beaucoup de biens et on est donc propriétaire de ces biens. Dans une économie circulaire, la responsabilité de la propriété revient au producteur. Donc c'est plus des modèles de leasing ou de location. Et on voit de plus en plus des plateformes de seconde main, même par exemple avec Elite, qui aujourd'hui loue pour justement les hôtels des lits et les matelas. Et donc, si la responsabilité reste chez le producteur, il sera naturellement, incentivisé, enclin à produire des choses qui vont perdurer dans le temps et qui vont être utilisées le plus longtemps possible. Ensuite, on a troisième principe d'économie circulaire, c'est tous les R, que je pense que vous avez souvent entendu parler, qui du plus extrême est refuser, donc refuser la consommation. Ensuite, on a réduire notre consommation, se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce nouveau bien, de ce nouveau produit? Et ça va à réparer jusqu'à recycler. Et le recyclage se trouve à cheval en fait entre l'économie circulaire et l'économie linéaire qu'on connaît aujourd'hui. Car dans le recyclage, on parle de gestion des déchets. Alors dans une économie circulaire, on est en amont et on est dans la gestion des ressources naturelles. Et finalement, le quatrième, c'est le mindset. Aucune entreprise peut être circulaire toute seule. Car il faut penser à toute la chaîne de valeur qu'il y a avant des produits qu'on achète, tous nos fournisseurs et aussi comment nos clients vont pouvoir recycler ce qu'on leur vend. Donc voilà. Ah, une autre question? Belle-Vie, comment? C'est la deuxième. Mais vas-y, oui, vas-y. Oui. Quel est le plus grand challenge pour Impact Hub? Je pense, le plus grand challenge pour Impact Hub, non, je pense que c'est plus, pour Impact Hub, on vient de traverser Covid, donc clairement il y a eu pas mal de challenges par rapport à notre modèle d'affaires et d'être principaux locataires de nos espaces et devoir assumer cette charge pendant Covid. Mais je pense que le principal challenge aujourd'hui, on sera dans le bon chemin quand il y aura des politiques publiques plus courageuses qui vont en fait massifier l'impact des consommateurs. Donc je pense que c'est ça. Alors une dernière, mais super vite. Alors, je trouve très intéressant, vous avez évoqué l'impact des consommateurs. Mm-hmm. Il y a tout un pan qui, justement, aimerait qu'on arrête de mettre cette pression sur le consommateur. Cette culpabilisation qu'on met sur le consommateur au lieu de se tourner un petit peu plus vers les industries, les grands groupes, les grandes entreprises, qui, elles, devraient peut-être faire un petit peu plus, justement, pour sauver la planète. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de consommateurs et il y a on délègue un peu la responsabilité, finalement, au consommateur final et c'est peut-être pas très juste dans la balance. Je pense que derrière chaque entreprise ou pouvoir public, il y a des consommateurs, des individus. Et ils ont leur rôle à jouer. Et notre sphère d'influence, tous ces problèmes de l'enjeu climatique, ils peuvent paraître overwhelming, ou on ne sait pas par où commencer. Et il y a vraiment cet effet aussi qui nous culpabilise.
il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas manger de viande, tout est mal. Donc deux choses. Une chose, il nous manque aujourd'hui un narratif positif. Au lieu de culpabiliser et de dire que c'est la fin de la planète et qu'on va plus pouvoir vivre ici, de pouvoir mobiliser les individus autour d'un narratif positif. Qu'est-ce qui se passerait si on avait accès à de la nourriture fraîche, locale? Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait avoir accès à la nature qui nous entoure? Donc vraiment ce narratif positif qui pourrait plus nous mobiliser vers un but commun, positif. Et d'une autre partie, comme je disais, derrière chaque institution est composée d'individus. Donc on a une sphère d'influence en tant que consommateur, mais on a aussi une sphère d'influence en tant qu'employé de ces institutions. Et de plus en plus, ces grandes institutions sont en train d'être changées par l'intérieur, par les nouvelles générations, les employés. Donc je pense que c'est pas mettre la faute sur quelqu'un ou une autre personne, c'est plutôt se concentrer sur nous-mêmes, être conscient qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on a cette influence dans notre façon de vivre et là où on travaille. Et aussi voter, bien sûr. Pardon. Merci beaucoup. On continue après. Merci beaucoup, Amanda. Audrey, après, oui. Audrey. Une question pour Audrey. Donc, comment on dit impact investment? C'est dans ce sens. En français, l'investissement d'impact. C'est ça, hein, c'est super bizarre. Une question pour Audrey, peut-être. Tu veux détailler un petit peu ce que vous faites en Inde? Merci. Mais court. Très court, oui, alors très court. En fait, le plus important pour nous, c'est en fait, on utilise nos réseaux et les gens qu'on connaît pour découvrir un petit peu les projets. D'abord, il faut, dans un pays comme l'Inde, qui est énorme avec toute l'innovation sociale qu'il y a, donc on a depuis les premières 5 années, j'ai passé entre 3 et 4 mois chaque année en Inde. Donc ça m'a permis de construire un petit réseau. Et c'est vraiment à travers ce réseau même aujourd'hui, on retrouve les bons projets. Donc les difficultés, c'est bien sûr les due diligence, c'est bien comprendre. Et ce qu'on a fait, qui était un peu différent, c'est qu'on fait les co-investissements. On n'est jamais seul dans un deal. On est toujours avec les autres et on partage les recherches qu'on fait. Et le but, c'est vraiment d'être catalyste pour les autres. Donc, c'est un peu sur ces bases qu'on travaille un peu différemment. On essaye de démontrer la patience avec la capitale qu'on déploie. Donc, on voit des termes dans les term sheets et on essaye vraiment de walk the talk. Comment on dit ça en français? Oui. Montrer l'exemple avec nos actions. Donc, on attend, il y a des investissements dans lesquels on est depuis 8-9 ans. Et on a heureusement aussi on a eu pas mal d'histoires, des histoires très difficiles, des implosions dans ces entreprises sociales, surtout dans tout ce qui est gouvernance administrative, compliance et tout ça. Mais on a pourtant des cas extraordinaires. Je vous conseille de regarder un petit peu l'histoire de Ajaita Shah. C'est une jeune femme, elle est sur Google, Frontier Markets, et puis maintenant, elle a toute seule monté une entreprise qui arrive à livrer toutes sortes de produits to the doorsteps. How do you say that? Aux maisons, dans les endroits les plus ruraux, dans le Rajasthan et un petit peu partout dans d'autres États en Inde. C'est fascinant comme elle a fait. Elle a construit elle-même. On était les premiers investisseurs et elle arrive plus vite que l'Amazon, which is nice. Alors, on a plein d'histoires comme ça, très intéressant. Et c'est ce qu'on adore, quoi. Shah. S-H-A-S. A-A-S. Ayman est encore là. Yeah. Couldn't see you. Your turn. Ton tour. Singularity University.
Will we know? Est-ce qu'on va savoir ce que c'est? Je pense que c'est vraiment intéressant. Je peux la faire en anglais? It's very fast in English. In French, it'll take 2 hours. No, I was responsible for organizing the first Geneva Singularity University about 3 years ago. We had 650 CEOs from all over the world. And we managed to put together a phenomenal crew of speakers from the Silicon Valley. Singularity University, it's a university that teaches the future only. So nothing about the past is taught in Singularity. You don't have to be a graduate, you don't have to be a qualified student. All you have to be is an interested entrepreneur. And Singularity studies the future, the technologies that are coming. Why are we living in an exponential world where life is growing exponentially in certain domains, and in other domains are just dying and disappearing. So that's what mainly Singularity does. We managed to introduce that to 650 business people in the Geneva area. We were inaugurated by Pierre Maudet, by Andre Borschberg. They were opening speakers for us. Very successful, very nice. I hope to do it again. We tried to do it second time, but because of the corona, we had to cancel the second event. So maybe in a year from now, we'll do another event. Any questions? What's in the future that we should know about today? Well, what we should know is that in the future, we need to be very, very flexible generation. We need to be able to become very adaptive. We need to raise a generation of highly incentivized generation that is very adaptive to what's coming. Our kids need to understand that life today is not going to be the same 5 years from now. So life is changing very rapidly and exponentially. Je ne sais plus. Ah ben, Céline. Des questions pour Céline Van-Til, et donc sur sa carrière sportive. Quelqu'un? Quel sera le prochain sport? Vas-y, amuse-toi. Merci pour la question. Je me suis dit, bon, pas de questions, c'est bon, j'ai fait mon job. La question était courte, la réponse doit l'être. Oui, le prochain sport, je pense que j'ai encore de nombreuses années devant moi en cyclisme. Je n'ai pas choisi comme en athlétisme le sport à l'âge de 27 ans où j'étais déjà la plus vieille. Donc maintenant, je fais parmi les plus jeunes, surtout en sport handicap, comme une grande partie des athlètes ont eu des accidents. D'où la différence d'âge. Et je m'en réjouis beaucoup. J'ai des titres à aller chercher d'abord. Je dirais la passion de vivre. Et c'est peut-être le jour où j'ai réalisé, lors de mon accident, ce que la vie voulait vraiment dire et ce qu'elle signifiait, et ce qu'elle signifie vraiment. Et j'ai décidé de la vivre intensément, sans remords ni regrets, et de suivre mes passions et mes envies. David, dernière question. David? Vous avez dit, vous avez parlé de la politique. Vous avez dit libéral dans le social. Je n'ai pas exactement compris. Est-ce que vous pouvez élaborer? Oui, volontiers. Alors, pourquoi je parle d'une politique sociale libérale? C'est parce qu'aujourd'hui, le citoyen est rendu dépendant de l'État. Et ce qui, pour moi, rend le citoyen heureux, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance vis-à-vis de l'État. Donc, c'est libéraliser la politique sociale, donc inciter le citoyen à devenir indépendant au lieu de rester dépendant
dépendant de l'État une fois qu'il entre à l'aide sociale. Passe le relais. Ok. Vas-y. Je peux poser mon question en anglais? Oui. Oui, bien. Among Palestinians and Israelis of goodwill. Excusez-moi, peut-être rester en français pour tout le monde. Ok, non, si je peux exprimer mon question en français. Parmi les individus israéliens et palestiniens qui dialoguent avec vous, quels sont les points sur lesquels ils sont d'accord? Ok. Oui, entre eux, oui, mais Ceux qui dialoguent entre eux, oui, qu'est-ce qu'ils trouvent ils sont d'accord dans le sens que la dignité, potentiellement, c'est la chose la plus importante. Et qu'il faut, il faut mettre un vrai effort à regarder les conditions de vie honnêtement et à mettre la dignité en avant. respecter les autres? Le respect, la qualité de vie, ça déjà, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut déjà faire ça. À part ça, oui, que c'est hyper complexe, que c'est pas un conflit qui est égal, qui est potentiellement, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut retravailler les narratifs, qu'il faut essayer de communiquer, partager, écouter le narratif de l'autre et potentiellement trouver un narratif où les deux peuvent s'entendre. Et je crois aussi que pour la plupart, ils sont d'accord que les politiques ont été inutiles des deux côtés et que les solutions ne viendront pas des politiciens. Ouais. Ayman? Oui. Je ne suis pas spécialiste de la question. Ouais. J'entends ce conflit depuis ces décennies. Qu'en est-il par rapport au pardon? On parle du cœur, 126 battements de cœur. Paraît difficile d'aller de l'avant sans pardonner. J'ai entendu une fois, j'ai eu la chance d'entendre qu'il y a Olivier Leclerc ou Olivier Claire qui travaille au niveau international sur le pardon. Il a notamment fait des conférences en mettant les Palestiniens et les Israéliens ensemble pour les faire avancer sur cette question. Vous travaillez avec ça? Est-ce que je peux passer le micro à ma femme? Pour vous donner une bonne réponse, c'est mieux que ce soit elle. Une des initiatives israélo-palestiniennes qu'on soutient avec Beit of Hope, cette association genevoise dont Ayman et David sont des cofondateurs, ainsi que moi-même, c'est le cercle des parents endeuillés. Des parents israéliens et palestiniens qui ont perdu un enfant dans le conflit et qui refusent de se voir comme ennemis et qui travaillent sur la réconciliation. Dès qu'il y a une autre famille qui perd quelqu'un, cette association qui représente plus de 600 familles israéliennes et palestiniennes, il y a un couple, quand je dis une paire d'Israéliens et de Palestiniens qui se présentent en délégation à la porte de cette famille pour les encourager à choisir la réconciliation plutôt que la vengeance. Et donc ça, c'est sur quoi ils travaillent. Donc oui, il y a tout un travail de réconciliation. Mais bon, le travail de réconciliation et de pardon suppose aussi qu'il y a tout un effort aussi qui est fait un mouvement. Cette ONG travaille aussi sur l'égalité des droits. C'est des Israéliens qui co-résistent aux côtés de Palestiniens pour coexister
dans un futur basé sur l'égalité des droits, la liberté de déplacement et tout ce qui s'ensuit, donc les libertés individuelles. Pas d'autres questions? Ah, pardon, Melvin. Dernière question. Justement, vous avez évoqué le documentaire tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'intention de faire le lien justement entre votre activité, justement votre action autour de la question israélo-palestinienne et le documentaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Absolument. Pardon. Même ma première expérience avec le documentaire, c'était au sein de l'organisation. C'était un documentaire qui s'appelait Disturbing the Peace. C'était sur des anciens combattants palestiniens et des anciens soldats israéliens qui finalement avaient compris que la seule chose qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils étaient prêts à tuer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ont rendu les armes et ont décidé de créer un mouvement actif de non-violence. Et ce documentaire, quand on le montrait à des gens, on faisait des projections, on invitait aussi le metteur en scène, mais aussi des protagonistes. Et après, il y avait des débats. Et l'impact, déjà l'émotion, et puis la compréhension qui se dégageait, c'était tellement fort que c'est ça, finalement, qui m'a poussé à entrer dans le documentaire. Donc la réponse est oui. J'aimerais juste vous inviter les 5 intervenants de la soirée à prendre une photo de famille avant de terminer. Je leur redonne la parole à Enza. Tu n'as pas besoin de ça? Tu as besoin de ça? Non, tu peux parler sans ça. Elle a besoin? Bon, on me balade d'un endroit à l'autre. Bon, voilà, vous avez compris, ce n'est pas un micro, c'est juste pour qu'on nous entende mieux dans les vidéos, que vous pouvez d'ailleurs voir sur notre site le cde.club et retrouver d'ailleurs les autres parcours, puisque c'est la 3e édition. Comme à chaque fois, moi je ne peux que remercier les intervenants. Quel bonheur de vous entendre, que d'espoir. Merci Céline, on s'était rencontrés il y a 4 ans et je racontais déjà ce parcours depuis 4 ans à la table extraordinaire. Je ne connais pas vous autres, mais j'ai qu'une envie, c'est d'en savoir davantage. Merci à Zaï de cette incroyable initiative de vous réunir dans un livre. On attend le prochain maintenant, parce que là, si on a calculé, on en a pour 2 ans, et il faut qu'on continue. Voilà, en tout cas, que de bienveillance. Merci à toutes, à tous. Vous venez au Cercle des dirigeants d'entreprise quand vous le souhaitez. Ça me permet de remercier, à part Zaï, d'applaudir tout le monde, mon comité, mes collaborateurs, Nina, et David, qui est membre du comité également et responsable des relations publiques. Je crois vous avoir assez dit. Je vous souhaite une bonne reprise, une bonne rentrée. Voilà, restez dans cette bienveillance. On se retrouve le dernier lundi de chaque mois. Donc le prochain, c'est fin 26 septembre. Heureusement qu'il est là. Je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup.